la gueule du casque, globalement, devienne un truc un peu plus agréable à porter. Et alors peut-être là, le grand public va s'en emparer. Et s'il s'en empare pas, en fait, tant pis, je m'en fiche, c'est pas grave, parce que j'aurais résolu des problèmes concrets pour les entreprises avant. Et donc, par exemple, sauver des vies. Dans cette émission, je voulais refaire un point sur le Vision Pro et en fait sur même tout ce qui est autour, en fait toute l'industrie qui est autour, dont Vision Pro est aujourd'hui un peu la partie très peut-être trop immergée de l'iceberg, mais AR, VR, mixed reality, etc. Toi, tu es une entrepreneuse et une développeuse. J'ai envie de dire vétéran du marché parce que tu étais là depuis l'Oculus DK2. Tu étais déjà dans le milieu du dev. Ouais, en fait, je bossais chez VLC à l'époque en tant que contributrice open source. Trop bien. Et c'était génial, c'est comme ça que j'ai pu commencer à faire vraiment du gros logiciel pour des millions de personnes. C'est stressant, mais c'est hyper intéressant. Petite fierté française. Bah oui, un des plus beaux projets français, VLC, qui n'a pas son petit plot, c'est-à-dire son icône plot de circulation sur son ordinateur. Et après, tu découvres le DK2, mais de manière juste, tu vois le projet, tu achètes le casque. J'étais plus jeune, vraiment beaucoup plus jeune. Je m'étais déjà amusée à regarder en fait la caméra de mon téléphone. C'était un vieux téléphone, un Samsung coulissant. Et je me disais, un jour, peut-être, il y aura des moyens de regarder le monde à travers ces écrans, soit parce qu'on a des problèmes de vue et que c'est plus intéressant de faire comme ça, soit parce qu'on peut rajouter des choses par-dessus. Et quand j'ai vu le DK2, je me dis, waouh, on commence à arriver un petit peu dans ce monde-là où on peut modifier la perception de la réalité et même peut-être un jour plus que juste le visuel. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je trouvais ça hyper intéressant. J'en ai acheté un, tout simplement. Et j'ai lancé Unity. J'ai appris à faire... parce qu'Unity, c'est un logiciel de 3D pour faire des jeux vidéo, on va dire. Ouais. C'est un moteur, ouais, c'est un moteur de jeux vidéo. Maintenant, ils appellent ça plus un moteur 3D parce qu'il va faire au-delà du jeu vidéo, justement. Et un reality engine. Bon, voilà. Et j'ai commencé à coder des trucs et je trouvais ça absolument incroyable. Et mon premier use case avec Soraya Jaber, on a fait une start-up, c'était... pour faire la promotion du patrimoine culturel français avec la réalité virtuelle. Et ensuite, 10 ans d'entrepreneuriat dans ce domaine. Et à l'époque, est-ce que tu te dis c'est marrant, ça me fera un petit hobby par rapport, je sais pas moi, au milieu du dev, je sais pas comment on dit, traditionnel, c'est-à-dire le game, il est sur smartphone, il est sur ordinateur, c'est assez intéressant. Ou est-ce que dès le début, tu t'es dit, ok, que tu te trompes ou pas, mais le futur c'est ça, et je vais en faire ma piste principale, j'ai envie de dire, ou mon occupation principale. Franchement, c'est assez fou, parce que quand tu poses la question comme ça, je réalise que ma décision de partir là-dedans, elle est complètement irrationnelle. C'est-à-dire que j'étais... Entrepreneuse passionnée de la Startup Nation, on en a parlé il y a quelques instants. Ah mon Dieu, ouais, non, mais justement, moi je déteste le mythe de la personnification à outrance des personnes qui font l'entrepreneuriat, mais effectivement, ce que j'ai vu un casque et ce casque a ouvert plein d'usages. Je me dis vraiment, je vais me spécialiser là-dedans, je vais travailler là-dedans, il y a plein de choses possibles. Le problème finalement, c'est qu'on est toujours sur un terrain de promesse, même le Vision Pro en 2024, donc 10 ans après, ça reste de la promesse d'un monde futur et on n'arrive pas à le voir arriver. Donc c'est un peu maintenant, j'essaie de descendre de cette irrationalité, rentrer sur un truc un peu plus concret qui est d'aller parler à des gens, voir quels sont leurs problèmes et voir quel genre de problème on peut aller résoudre avec cette technologie plutôt que partir de waouh, c'est incroyable, tu peux faire de la 3D, la mettre devant tes yeux et dire alors qu'est-ce que je vais inventer avec ça, tu vois. Voilà, partir à l'envers. Ce milieu dans lequel tu as été, il a été effectivement à la fois très passionnant et très bancal, avec beaucoup de promesses, peu de promesses tenues, mais des promesses assez folles, puisqu'après, là on parle de réalité virtuelle modernisée avec l'Oculus, qui effectivement, on se disait mince, comment un casque, c'était $299, je crois à l'époque où il était sur Kickstarter pour la toute première version. Le prix était ridicule par rapport aux performances et au rendu. On a eu ensuite la réalité augmentée moderne qui est arrivée, parce que pareil, c'est un concept qui existe depuis très longtemps, mais tout d'un coup, boum, HoloLens, Magic Leap, donc Magic Leap qui est une start-up qui était un des secrets les mieux gardés de la Silicon Valley. HoloLens qui était un projet très mis en avant par Microsoft.
les Google Glass, même si c'est pas vraiment de la réalité augmentée projetée, mais bon, il y avait cette idée de lunettes augmentées, de projeter des informations. Et donc toi, tu as découvert aussi le HoloLens qui t'a fait un gros choc. Enfin, moi, je l'ai testé aussi à l'époque, ça m'a fait un gros choc. Ouais, j'en suis ressorti bluffé. J'ai eu 15 minutes de test avec le HoloLens en 2015. Je crois que c'était en octobre 2015. Et là, je me dis, OK, c'est pas juste la VR, c'est également la AR qui est sur le point de se démocratiser avec des usages qui sont aussi tout aussi pertinents. Et quand je l'ai essayé, je me dis, waouh, je suis vraiment dans ma réalité. Je veux juste superposer des petites choses par-ci, par-là. C'est plus discret, moins bourrin que la VR. C'est là où je me dis, il faut vraiment que je me spécialise là-dedans. Ça me plaît. Je trouve ça hyper intéressant. Et même artistiquement, c'est un peu la croisée de tous les médias qui existent jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, tu as du son spatialisé, tu as de la vidéo, tu as du jeu vidéo, tu as de la narration qui est linéaire ou non linéaire. Tu peux mettre de la 2D. Il y a du travail. Il y a du travail sur la typographie aussi. La façon de faire la typographie, elle est différente sur ce genre d'appareil. Vraiment, c'est la croisée de plein de secteurs artistiques, plein de contenus multimédia. C'est un domaine... C'est pour ça qu'on l'appelle la forme ultime de l'informatique, quand on théorise un petit peu le spatial computing, parce que ça englobe tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et on essaie d'en faire un format tout en un. D'accord. Justement, en parlant de spatial computing, je pense que tu dois répondre à cette question constamment. Qu'est-ce que c'est? Non, oh mon Dieu. La VR, l'AR, la MR, la XR, le spatial computing. Est-ce que le spatial computing englobe tout le reste? Est-ce que la mixed reality est une version un peu... c'est la VR qui utilise des caméras pour faire de l'AR? Des fois, je pense que les gens sont un peu paumés entre les différents acronymes autour de toute cette informatique. C'est notre faute en plus. Parce que des marques ont essayé de lancer aussi leurs propres appellations à elles. Oui, mais à chaque fois qu'il y a un terme qui bide, on en invente un nouveau. Il y en a un que tu n'as pas cité. Ouais. C'est métaverse. Ah voilà. Back to 2021, c'est incroyable. Ouais, non, mais c'est assez terrible parce que finalement, AR, VR et MR, ce sont des termes qui sont académiques. C'est-à-dire que tu as deux personnes, tu as une équipe avec 2 chercheurs lead qui ont publié un papier en 91 qui dit voilà ce que c'est la réalité mixte. C'est le postulat où en gros tu as un spectre. Tu as la réalité réelle, celle qui était sans écran, qu'on a connue jusque dans les années 1950, globalement, où tu n'avais pas d'écran. Et puis, tu as l'autre côté, le côté opposé, où tu as des mondes générés intégralement par ordinateur, c'est de la VR. Dès que tu as un smartphone dans ton environnement ou un écran, tu commences à avoir de la réalité qui est un peu augmentée par quelque chose de virtuel. Et puis, plus tu rajoutes de virtuel, plus tu arrives de l'autre côté du spectre. Et les casques de réalité mixte sont les casques qui sont capables de faire les deux, de la R et de la VR. D'accord. Comme le casque d'Apple, il fait à peu près de la R, il fait de la VR. Le casque Magic Leap, il fait beaucoup d'air, il fait vaguement de la VR. Donc on est sur un slider, un spectre entre les deux. Okay. Donc voilà, déjà là, je pense que j'ai perdu pas mal de gens et c'est normal, c'est pas très intéressant. En fait, globalement, il y a de la R et il y a de la VR. Ensuite, il y a spatial computing, qui est un terme qui va englober tous ces concepts. D'accord. Et pourquoi on parle de spatial computing, de l'informatique spatialisée, c'est un petit peu l'idée comme quoi les ordinateurs commencent à comprendre qu'on vit dans un monde en 3D. Parce qu'on vit dans un monde en 3D et les humanoïdes, les Tesla, en fait, comme tu dis, une Tesla, c'est quoi? C'est un smartphone avec des roues. Et l'idée, justement, c'est un smartphone qui a plein de capteurs, qui comprend l'environnement dans lequel il est. Il va le scanner, l'interpréter, etc. Les humains qui se baladent, quelqu'un qui passe à un endroit où il n'est pas censé passer. C'est la compréhension du monde, c'est la spatialisation de l'informatique. Donc la robotique, l'automobile, même les fusées réutilisables qui sont capables d'atterrir à un endroit précis, tout ça, c'est de la compréhension du monde. C'est la base de toute cette nouvelle ère de l'informatique dans laquelle tu peux retrouver aussi les casques. Est-ce que toi, tu t'es battu dans ton parcours entre, j'ai envie de dire, ces secteurs qui étaient parfois expérimentaux, parfois qui étaient du bullshit marketing, des entreprises qui essaient de nommer, renommer ou s'approprier quelque chose? Est-ce que ça t'a compliqué, j'ai envie de dire, ta carrière pour, et même tes confrères et tes consoeurs pour essayer de définir votre champ, en fait, votre champ d'action, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que dev? Plus que ça, j'ai fait partie du problème. C'est-à-dire que moi aussi, obnubilé par l'irrationalité d'un futur qu'on vend avec de la R et de la VR, j'ai fini par vraiment trop me focaliser sur « Ah là, on peut faire des trucs ». Et en fait, ça sert à rien, tout le monde s'en fout, tu vois. J'ai pas de mal à le dire. En fait, à la fin, sur notre boîte, ce qu'on faisait avec Opuscope, c'est qu'on affichait des expériences de réalité augmentée, ce qu'on appelle location-based, c'est-à-dire ancrées dans le monde réel. C'était à destination surtout des artistes et des créateurs, c'est super sympa. Mais au-delà de cet usage qui est donc très artistique, tout le monde s'en fiche. C'était très niche alors. C'est extrêmement niche et ça répond pas à un besoin concrètement exprimé. Nous, on a réalisé ça en 2021, donc on s'est dit stop, on arrête l'hémorragie, c'est pas bon. Mais tu vois encore Google, ils sont encore en train de tweeter sur ces use cases qu'on a prouvés qui étaient inutiles et que personne n'allait utiliser. Là encore en ce moment, ils font des tweets là-dessus, ils n'ont toujours pas réalisé que c'est une impasse.
D'accord. Donc j'ai fait partie moi-même du problème. J'essaie un petit peu maintenant de prendre l'approche inverse, qui est donc d'aller chercher des problèmes à résoudre plutôt qu'inventer des solutions à des problèmes non identifiés. D'ailleurs, pour les gens qui ne te connaissent pas, on a été sur ton compte Twitter où tu es très active. Comme tu disais, ça fait 10 ans, 15 ans que tu bosses là-dedans. Est-ce que tu as envisagé le fait que potentiellement, dans ta vie, dans ta carrière, tu n'arriveras pas à voir le produit final sur lequel finalement tu dédies un peu toute ta vie, ou en tout cas ta vie professionnelle? Je trouve que ça, émotionnellement, ça doit être compliqué aussi à gérer, de dire le temps passe, je vieillis, et qu'est-ce que je veux atteindre à la fin et dans combien de temps, et se dire peut-être que finalement ce que j'attends, ça n'arrivera que dans 70 ans. Tu vois. Peut-être les peux pas être déprimante du tout. Au constructeurs de cathédrales, un peu. Ouais, mais un peu, où tu lances une cathédrale, en fait, mais tu la verras pas de ton vivant. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose de. Je suis loin de créer des cathédrales. Alors, c'est une super question. Effectivement, tu as des moments de down. Enfin, moi, là, l'entreprise sur laquelle j'ai travaillé pendant 8 ans, elle est en liquidation judiciaire. D'accord. Donc, c'est vraiment psychologiquement et tout. C'est toujours dur. C'est pas cool, tu vois. Là, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment me recentrer sur résoudre des problèmes. Et typiquement, en début d'année, je suis tombée sur un problème hyper intéressant dans le milieu de la formation médicale. Et j'ai passé 3 mois à créer un logiciel qui permettrait de résoudre un peu les problèmes qu'on a pu identifier avec beaucoup de gens dans ce secteur-là qui vraiment ont besoin de quelque chose un peu plus sympa que ce qu'ils font. C'est eux qui le disent. Hein. et c'était hyper intéressant. Mais on s'est heurté à une limitation technique, mais artificielle, c'est-à-dire une limitation qui n'est pas technologique, mais vraiment technique. C'est une API dont on aurait besoin, qu'on ne peut pas avoir sur les casques ni d'Apple, ni les casques de Meta, qui fait que notre projet ne peut pas être viable en tant que produit. Et je suis allé voir les gars de Meta, et je leur ai dit, écoutez, on a un problème, il nous manque telle API. Et je leur ai dit, de façon générale, pour faire tous les produits utiles, potentiellement utiles que j'ai identifiés dans les 6-12 derniers mois, il me manque toujours la même chose. Ouais, à chaque fois que je fais un call avec ces entreprises, elles tombent des nues sur ce que je leur raconte. Genre, elles ne connaissent pas le problème, c'est ça? Personne leur a dit qu'il manquait telle et telle chose pour pouvoir faire des applications qui pourraient être vraiment utiles et qui vont au-delà de, attention, je dénigre rien, mais du gaming. Voilà. Là, par exemple, la formation médicale, il y a des choses très concrètes qui pourraient être faites, mais dans tout un tas d'autres secteurs de formation également, on a besoin d'API qui pourraient être dispo, qui ne le sont pas. C'est hyper paradoxal parce que c'est vraiment le truc qu'on met en avant depuis des années, c'est de se dire, bon, au pire, ça ne marchera pas dans le grand public, mais professionnellement, on a dit ça des Google Glass. Ou l'HoloLens même. Ouais, et puis vraiment, pour le coup, moi, la réalité mixte, je la vois être utile dans la formation médicale, notamment. Tous ces trucs où tu peux pas vraiment expérimenter tout le temps sur des gens ou dans des vraies situations, dans les simulations comme ça peut être vraiment très utile, donc c'est très étonnant. Pour revenir sur ta carrière, effectivement, j'ai l'impression que tu es partie prenante et en même temps témoin et en même temps critique on essaye. Du secteur dans lequel tu évolues. C'est très dur d'être critique de son propre secteur. C'est ce qu'on appelle avoir le français ou la française dans la réunion qui commence toujours par râler avant de dire les choses positives, mais on a besoin des Français dans les rues. On parlera du Vision Pro après, notamment un retour maintenant à 2 mois plus tard. Est-ce que, après avoir vécu globalement le Vision Pro, l'HoloLens, les Magic Leap, le DK2, peut-être les Snap, les Snap Spectacles V2 aussi. On voit aussi un succès. Alors, ce ne sont pas vraiment des lunettes de réalité augmentée, mais ce sont des lunettes, des smart glasses avec une forme de compréhension qui sont les Ray-Ban Meta, qui sont la V2 est un carton critique et un succès commercial, je crois, là où personne ne les attendait. Moi, j'ai la V1, c'est très intéressant. Est-ce que tu dis, OK, on la refait, mais on arrive un peu comme Tesla à l'époque, à ce point d'inflexion où la technologie, le niveau de prix, la compréhension des gens, est-ce que tu t'aurais dit, OK, on arrive peut-être quand même à quelque chose ou pas? Ou tu dis non, en fait, c'est un truc qui est très niche, qui est très spécifique, qui est passionnant, mais... Il y a un début de quelque chose, mais pour de vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, tu as 2 catégories qui sont complètement différentes. Tu as d'un côté les lunettes un peu smart glasses, comme les spectacles de Snap, ou les lunettes Ray-Ban Meta, qui ont... peu de fonctionnalités, mais qui sont quand même vraiment utiles dans le scope qu'elles offrent. C'est-à-dire, tu peux enregistrer des choses de ton propre point de vue. Par exemple, c'est assez cool de pouvoir faire ça. Elle t'affiche rien, t'as pas de... Mais honnêtement, perso, j'ai une GoPro quand je suis en montagne, parce que je fais beaucoup d'alpinisme ou de ski ou quoi. En fait, juste, c'est chiant la GoPro par rapport à juste pouvoir faire un tap comme ça, tu vois, c'est cool. Et de l'autre côté, tu as l'ordi bien lourd, bien gros, très puissant, très performant. Donc, typiquement, le meilleur exemple aujourd'hui, c'est le Vision Pro, qui coûte également très, très cher. Pour avoir utilisé les Meta Ray-Ban, c'est incroyable. Effectivement, je fais du vélo avec ma compagne, etc. Et pouvoir
capturer ses amis tout en continuant à discuter avec eux, en regardant la route. Et la capture ne prend pas ton attention, ton corps, littéralement et tout. C'est génial. Moi, le seul truc qui m'a fait arrêter, c'est que je peux pas mettre des verres correcteurs sur les premières versions des Ray-Ban Meta. Sinon, j'aurais mis des verres correcteurs, j'aurais fait mes lunettes de soleil Mais par contre, t'es limité en termes de durée de ce que tu peux capturer. Alors, moi, c'est les deux problèmes que je vois de concret en tant qu'utilisateur, bêta-testeur, early adopter de plein de technologies. Moi, je vois deux trucs qui mériteraient d'être corrigés. Si j'avais les gars de Meta en face de moi, je leur dirais, écoute, ce serait bien que ça dure plus longtemps, en fait, déjà, ta batterie. Tu puisses mettre une carte SD dedans, et puis voilà. Mais même pas le stockage, juste ta batterie, quoi, qu'elle dure un peu plus longtemps, parce que franchement, au bout de quelques clips, le truc, il down, quoi. Et deuxièmement, c'est en corrélation avec la première, mais ce serait bien que ça fasse comme... je sais pas, on va prendre deux exemples dont on a parlé tout à l'heure, mais comme Nvidia avec le fait que tu peux enregistrer ce qui s'est déjà passé, ou bien le mode Sentinelle du Tesla où tu appuies sur un bouton et en fait il y a une sorte de, il y a un cache, il y a un tampon qui permet d'enregistrer quelque chose qui s'est déjà passé parce que comme souvent beaucoup d'appareils photo smartphone, en fait, avant de déclencher, les 3 dernières secondes sont en cache constamment. Mais même le moment. Toi, tu voudrais beaucoup plus de secondes que juste 3-4. Ah ouais, moi je veux plus. Moi je veux. Mais là, ça pose des problèmes de confidentialité. Oui, alors oui, effectivement, mais on a une contrainte technique. C'est un problème. En fait, Meta, ils sont extrêmes. Un des problèmes que j'ai identifié sur les casques, et qui fait qu'il y a plein de problèmes qu'on ne peut pas résoudre concrètement, c'est qu'on n'a pas accès aux caméras, nous, en tant que développeurs. Donc, ils sont hyper à cheval sur cet aspect-là de la vie privée. Je savais pas. C'est normal. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas proposer aux développeurs d'accéder au flux première personne d'un casque que tu utilises chez toi. Juste, c'est insane. Il faut juste une demi-seconde pour réaliser ce que ça peut engendrer comme problème. Donc, ces casques-là, ils ont une limitation. Les lunettes ont encore plus la limitation, c'est thermique, batterie, performance. Donc, tu ne peux pas enregistrer 15 secondes en avance de phase. En continu, c'est juste absolument impossible. D'ailleurs, la GoPro, elle ne sait pas le faire non plus. Mais j'espère que ça va arriver et que la technologie va évoluer pour ça. Ouais, mais alors là, on en a pour 10-15 ans, si tu veux, ce truc-là. Donc, tu es côté software, côté code, et tu es dans une industrie où, comme tu le dis, le hardware lui-même est un challenge monstrueux. Tu n'es pas développeuse sur un ordinateur ou sur un smartphone, qui sont des plateformes très, très matures, dont généralement, oui, le hardware, c'est toujours une contrainte parce qu'on optimise, mais c'est quelque chose qui est très stable. Là, j'ai l'impression que tu te bats dans une forme de... tu es une laborantine du software, mais dont le laboratoire lui-même est un laboratoire. C'est-à-dire que les plateformes sur lesquelles tu opères, elles changent énormément d'une révision à une autre. Elles ont des grosses contraintes. Elles ont des contraintes, comme disait Das, des fois de philosophie, de conception, de structure, et pas juste... la batterie est pas aussi bien que je l'imaginais. Est-ce que des fois, tu te dis que tu n'aimerais pas t'investir un peu plus avec des gens dans le côté des fois matériel ou hardware, parce que là-dessus il faut avancer énormément, enfin l'œuf ou la poule, j'ai envie de dire, dans ton métier. J'ai aucune compétence en hardware, j'aurais rien à apporter. Mais t'as quand même un gros retour, j'ai envie de dire, utilisatrice et conceptrice. Oui, c'est pour ça qu'il faut être proche des constructeurs et se tailler une espèce d'image où tu leur montres que tu es capable d'avoir des retours francs, concrets, sans non plus avoir le côté un peu trop râleur français, parce que sinon ils te disent au revoir, on fait pas de vous, tu vois. Donc il y a toujours une petite nuance dans la tonalité. Mais c'est ça que j'essaye de faire. Et pour l'instant, ça marche, tu vois. Voilà, je ne me suis pas fait bannir de qui que ce soit, de quelque entreprise. Et puis, je ne suis pas la seule. On est quand même pas mal à essayer d'avoir cette approche-là. Mais par contre, concrètement, moi, aller sur le terrain du hardware, je n'ai rien à apprendre à ces gens qui font un travail qui est juste formidable. En fait, tous ces casques... Alors là, en ce moment, j'encense le Vision Pro parce que c'est le dernier qui est sorti. Mais même le Quest 3, se dire qu'il est capable de faire tout ce qu'il est en train de faire pour 550 euros. 550 euros TTC. C'est insane, en fait, ce que tu peux faire. C'est vraiment très, très impressionnant. Alors, est-ce que c'est utile ? C'est à débat, mais technologiquement, c'est très impressionnant.